Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Digital Service Act, qui est une loi qui est passée au Parlement européen très récemment. Alors c'est passé totalement sous les radars parce qu'avec l'élection présidentielle on n'en a pas du tout entendu parler, alors que ça va modifier beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur la manière dont l'information circule sur Internet. Donc on va voir à peu près les choses positives, les choses négatives qui sont dans ce texte-là, dans ces mesures, et je vais vous donner aussi mon point de vue sur ce que ça va changer, sur les choses un peu incertaines, tout ça. Mais avant de commencer, je voulais un peu vous parler aussi de mes formations. Je fais des formations sur les questions de recherche d'informations, vérification d'informations, manipulation médiatique du discours, manipulation d'Internet. Donc si ces sujets-là vous intéressent, si vous avez l'impression d'être un peu démuni vis-à-vis de tous ces sujets-là, je vous invite à aller visiter mon site opinionwashing.com et d'aller regarder un peu les formations que je propose. C'est parti! Alors on va commencer par les 10 mesures phares du DSA. Donc ici on a un petit aperçu des mesures, un peu les grosses mesures qui sont dans ce document-là. Donc la première concerne l'accès à l'algorithme. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui les algorithmes ils sont vraiment opaques, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent ces algorithmes-là, et du coup comme on ne sait pas comment ils fonctionnent, c'est un peu compliqué de pouvoir légiférer dessus. Donc du coup, ce qu'a demandé la Commission européenne, c'est d'avoir accès à l'algorithme. Donc malheureusement, on n'aura pas accès nous à l'algorithme en tant que citoyen, mais la Commission européenne, les États membres pourront avoir accès aux algorithmes pour voir comment ça fonctionne un peu à l'intérieur, quoi. Donc ça c'est une bonne chose pour la Commission européenne, mais toujours pas une bonne chose pour les citoyens, parce que ce serait bien qu'on ait accès aussi à ces algorithmes, savoir comment ça fonctionne. Donc le deuxième point consiste le retrait rapide des contenus illicites. Donc en gros ça vise à accélérer le fait de retirer des contenus illicites qui seraient signalés par les utilisateurs. Donc aujourd'hui, quand on signale un contenu, ça peut mettre un certain temps avant qu'il soit retiré de la plateforme, et la Commission européenne veut que ça soit fait plus rapidement. Alors le problème avec ça, c'est que soit il faut qu'ils emploient plus de monde pour faire ce genre de choses, quand c'est fait de manière manuelle, et quand c'est fait de manière automatique, eh bien il faudra des algorithmes un peu plus rapides pour traiter ce type d'informations. Donc le problème de l'automatisation, c'est que quand on vous signale, l'algorithme il va regarder votre contenu et il va pouvoir juger s'il est illicite ou pas. Donc je sais pas si aujourd'hui c'est fait de manière automatisée ou de manière humaine. Il me semble que ce sont des humains qui traitent ce genre de choses, mais le fait de vouloir l'accélérer peut aussi peut-être inciter ces plateformes-là à utiliser des automatisations. Donc je sais pas bien ce que ça va donner, je sais pas si ça aura un impact et dans quelle mesure ça impactera les réseaux sociaux. Donc ensuite on a place de marché plus responsable, les marketplaces Amazon, Cdiscount, Rakuten devront s'assurer de proposer des produits et services en ligne sûrs, notamment en vérifiant les informations des vendeurs et en procédant à des contrôles aléatoires. Donc ça nous intéresse pas nous dans le cadre de l'information et de la manipulation sur internet. Ensuite, le quatrième point, lutte contre les revenge porn. Les plateformes devront opérer des retraits immédiats dans le cas de partage de contenu intime non consenti par les victimes de cyberviolence. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, sur ce point-là, il n'y avait pas que ça dans les textes. Il parlait aussi de pédocriminalité, donc tous les contenus pédopornographiques. Il parlait du cyberharcèlement, des contenus aussi terroristes, des appels à la haine, tout ce genre de contenus qui devront être retirés plus rapidement et avec une plus grande efficacité. Donc ça c'est plutôt une bonne chose en théorie. Après en pratique, on verra comment ce sera appliqué, mais là ce seront les plateformes qui devront mettre en place des choses pour lutter contre ça, quoi. Ensuite, amendes et pénalités, les services intermédiaires, les médias sociaux et les moteurs de recherche pourront écoper de lourdes amendes en cas de non-respect des règles, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc c'est beaucoup 6%, peut-être que ça va impacter, ça c'est pas sûr, mais 6% c'est quand même énorme, c'est vraiment gigantesque. Mais par contre ça n'impactera que les réseaux sociaux de plus de 45 millions d'utilisateurs par mois et d'utilisateurs actifs. Donc ça concerne vraiment les plus gros réseaux sociaux.
Alors il y a un autre point qui n'est pas cité, c'est sur le traitement des réclamations. Parce qu'on sait aujourd'hui que les réclamations sur les réseaux sociaux, c'est l'enfer, que ce soit sur Twitter, Facebook un peu moins. Mais par exemple, YouTube aussi, c'est vraiment très très compliqué de faire valoir ses droits quand on se fait par exemple bannir son compte alors qu'on a fait juste une blague et que l'algorithme a mal compris la blague. Et donc aujourd'hui, ce texte-là oblige les plateformes à traiter de manière beaucoup plus rapide les réclamations et à les traiter de manière objective. Et dans le cas où le litige ne pourrait pas être résolu, c'est-à-dire que la personne qui se sent lésée se dit bah voilà, moi j'ai fait une blague sur votre réseau social et ça porte pas atteinte aux règles de votre réseau social, et que l'entreprise ne comprend pas ça, eh bien on peut faire appel à ce qu'on appelle un acteur extrajudiciaire qui va aider à régler le litige. Donc ça peut être par exemple un médiateur. Il existe tout un tas d'associations qui peuvent aider la personne qui se sent lésée à régler le conflit. Et dans ce cadre-là, l'organisme extrajudiciaire va régler le conflit, c'est-à-dire que si il décide en gros que la personne lésée est dans son bon droit et qu'au final effectivement c'était qu'une blague et qu'il n'y avait pas de raison à bannir son compte, la plateforme devra prendre acte et devra rétablir le compte de la personne. Donc du coup, on va pouvoir avoir enfin une protection contre la censure sur Internet, contre les abus de modération ou les abus de la censure algorithmique. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose pour tous les personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour diffuser du contenu. Et même pour les personnes qui diffusent du contenu au quotidien et qui peuvent être victimes de censure. Donc je vous mettrai un petit lien pour avoir les informations sur tous les groupes qui peuvent vous aider en cas de conflit, en cas de litige avec des plateformes. Donc ensuite, on a un autre point qui est le système de recommandation transparent. Donc concernant la recommandation de contenu, les utilisateurs devront pouvoir choisir au moins une option qui ne s'appuie pas sur le profilage utilisation des données personnelles. Ils auront également accès à davantage d'informations sur les systèmes de recommandation de chaque plateforme. Donc dans l'idée, ça c'est plutôt pas mal dans l'idée. Après, faut voir comment c'est mis en place. Parce que ça peut être une option qui est perdue dans tous les paramètres et du coup personne va la voir et personne va la cocher. Donc faut voir comment c'est mis en place. Moi personnellement j'y crois pas trop dans le sens où je pense que les plateformes vont avoir tendance à cacher ce genre de choses et donc du coup on va pas y avoir accès facilement. En tout cas ce sera pas visible, on va pas nous l'indiquer facilement. Donc en théorie c'est bien, en pratique faut voir. Ensuite on a le point 7 qui est sur la publicité ciblée. Donc là, la publicité ciblée s'appuyant sur des données sensibles, telles que l'orientation sexuelle, la religion ou l'orientation ethnique, sera interdite. Les plateformes auront également l'interdiction de proposer de la publicité ciblée aux mineurs, peu importe les données employées. Donc ça concerne aussi l'orientation politique. Donc ça, c'est une excellente chose. Alors pour plusieurs raisons. La première, à cause du profilage biopsychosocial, on peut aujourd'hui manipuler des élections, et ça j'en parle dans ma dernière vidéo qui s'affiche en haut, mais le problème avec ça, c'est qu'on n'avait aucun moyen de se prémunir de cette manipulation-là. Aujourd'hui, avec ça, on peut ne plus être victime de ce type de manipulation, parce que ces manipulations utilisaient la publicité et utilisaient nos données personnelles, notamment sur l'orientation sexuelle, politique, religieuse, origine ethnique, etc. Enfin, tout un tas de données, pour nous influencer, pour influencer nos idées et nos votes. Avec cette réglementation-là, il sera beaucoup plus difficile pour les entreprises qui font ce type de profilage de pouvoir nous manipuler par ce biais-là. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas utiliser des moyens détournés, il faut voir comment ça va être mis en place, il faut voir comment les entreprises qui font ce type qui utilisent ce type de manipulation vont essayer de détourner le truc, parce qu'ils essayent toujours de détourner le truc. Donc il faut voir comment, dans les faits, ce sera mis en application. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est sur la publicité ciblée aux mineurs qui sera interdite. Donc là, sur ce sujet-là, il y a des plateformes dans lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de faire vérifier votre âge. Donc pas besoin de donner sa carte d'identité, etc. Et donc du coup, on peut modifier son âge. Et dans ces plateformes-là, moi, il y a des plateformes où j'ai plus de 100 ans, par exemple.
Et ça signifie qu'on peut aussi mettre son âge à moins de 18 ans, par exemple. Si la majorité en France est 18 ans, on la met à moins de 18 ans, et donc du coup on est considéré comme un mineur, et donc du coup on ne peut plus nous proposer de publicité ciblée. Donc ça, ce sera un moyen pour nous de détourner le système, voilà. Donc je vous donne des idées comme ça, hein. Donc 8e point sur la simplification des interfaces. Donc les acteurs du numérique ne devront pas inciter les utilisateurs à souscrire un service en mettant en avant un choix particulier via l'interface ou en utilisant des fenêtres pop-up intrusives. Les méthodes qui visent à tromper le jugement des utilisateurs seront interdites. Donc ça, c'est super. Donc, il y a un truc qu'on a vu souvent avec les RGPD. Quand on va sur un site, parfois on tombe là-dessus. Donc ça, c'est la RGPD. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un gros bouton accepter en rouge et un gros bouton aussi en blanc, donc qui se voit beaucoup moins, où il y a écrit gérer mes choix. Donc on sait pas trop ce que ça veut dire. Ça, personne ne le lit, hein, qu'on soit très clair, ça, personne ne le lit. Et en gros, ça signifie que on accepte de donner aux médias ou aux sites auxquels on se connecte la capacité de pouvoir utiliser nos données personnelles pour, par exemple, nous montrer des publicités ciblées. Et quand on tombe là-dessus, bah, naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur accepter, parce que c'est un bouton accepter, on accepte, on appuie là-dessus spontanément. Si on ne voulait pas accepter, il faudrait soit gérer mes choix, ou soit ici appuyer sur continuer sans accepter. Vous voyez là, l'arnaque, hein. Si on veut refuser, bah, le bouton, là, le lien hypertexte, il se voit beaucoup moins que le bouton accepter. Et donc là, cette réglementation va faire en sorte à ce que ce type de présentation ne soit plus possible, et que ergonomiquement, le bouton qui soit le plus visible soit le bouton pour refuser et non pas le bouton pour accepter. Ensuite, le 9e point, audit indépendant des géants de la tech. Au vu de leur rayonnement, les grandes plateformes devront chaque année se soumettre à des évaluations des audits indépendants concernant les risques systémiques dans le but de mettre en place une analyse de réduction de ces risques. Donc là, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, donc on verra dans l'avenir si ça a un impact ou pas. Et enfin, la 10e mesure, moi, qui m'intéresse le plus, c'est celle sur mesures exceptionnelles durant une crise. Donc la Commission européenne pourra, dans le cadre d'une crise majeure, activer un mécanisme de réaction auprès des grands acteurs afin d'exiger la mise en place de certaines mesures pour limiter l'impact des géants de la tech dans cette crise. Donc on a pu voir ce type de procédure pendant la crise Covid, pendant la guerre en Ukraine. Et ça a pas été, ça a été un peu n'importe quoi. Dans le sens où, par exemple, pendant la crise Covid, on a vu que ça a été géré principalement par des algorithmes, et ces algorithmes ont censuré massivement certains sujets. Ils l'ont fait par sujet. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que ça a généré comme problème? Eh bien, ça a généré des problèmes, par exemple, sur la question du vaccin, sur la question de l'origine du virus. Il y a eu une censure qui a été faite, par exemple sur Facebook, sur l'origine du virus, parce que certaines personnes questionnaient ou prétendaient que le virus était d'origine artificielle, donc c'était l'homme qui était à l'origine du virus du Covid, alors que la plupart des scientifiques disaient que l'origine du virus était naturelle. Et pourquoi ça pose problème? Parce que entre ceux qui prétendaient que le virus était d'origine artificielle, c'est-à-dire ceux qui disaient le virus est d'origine artificielle et on nous ment sur l'origine du virus, donc ça c'est plutôt un point de vue complotiste, hein. Il faut bien séparer un point de vue complotiste d'un questionnement. Un questionnement, c'est: est-ce que ce virus pourrait-il être d'origine artificielle? Donc là, la personne pose une question, alors que dans le premier cas, la personne fait une affirmation en émettant l'hypothèse que tout le monde cache la vérité. Et c'est ça, une opinion complotiste. Ça, c'est du complotisme. Alors que le questionnement n'est pas du complotisme. Et les algorithmes n'arrivent pas à faire la part des choses entre du complotisme et du questionnement. De la même manière qu'ils n'arrivent pas non plus à faire les choses entre du complotisme et de l'humour, du sarcasme, de l'ironie. Un algorithme ne sait pas faire la différence. Et dans ces crises-là, on a vu que pour faire de la censure massive, les réseaux sociaux, les grosses plateformes,
sont dans l'obligation d'utiliser des algorithmes parce qu'il y a trop d'informations à gérer, donc humainement c'est juste pas possible, ou sinon ça leur coûterait beaucoup trop cher à le gérer de manière humaine. Donc ils sont obligés d'utiliser des algorithmes, et ces algorithmes ne sont pas assez intelligents pour gérer la complexité du langage humain, et donc par conséquent, tout un tas de personnes se font censurer sous prétexte que une petite partie des individus qui sont complotistes pose problème. Et ça, c'est problématique. En plus du fait que ça pose la question de la vérité, de qui dit vrai, qui dit faux, et ça c'est pareil. On a vu avec la crise Covid que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et notamment, je vous parlais de la problématique de l'origine du virus. Et bien Facebook après a fait marche arrière vis-à-vis de ce sujet-là, parce que se sont aperçus que il y avait peut-être des hypothèses qui étaient sérieuses, qui considéraient que le virus aurait peut-être une origine humaine, et notamment à cause du comportement des Chinois, et certains chercheurs ont commencé à parler de cette hypothèse-là. Donc Facebook a commencé à faire marche arrière par rapport à ça. Et donc par conséquent, il y a une question de fond, c'est qui a le monopole de la vérité? Qui peut dire qu'une chose est vraie ou pas quand on a une inconnue, quand on ne sait pas? Parce que c'est ça le fond de la question, c'est quand on ne sait pas, qui peut définir ce qui est vrai ou faux? Donc voilà un peu pour les mesures du DSA, donc à suivre un peu à suivre de près, parce que ça va impacter quand même pas mal de choses, mais grosso modo, faut attendre et wait and see, quoi. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, je vous invite à venir sur le site opinionwashing.com. Si le sujet vous intéresse et que vous en savez plus que moi, ce qui est tout à fait possible, eh bien je vous invite à nous donner des informations dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur, par exemple, les mesures exceptionnelles durant une crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ça m'intéresse. Et puis pensez aussi à vous abonner si vous le souhaitez, et si vous souhaitez suivre un peu toutes mes vidéos, parce qu'on va parler de plein de choses assez différentes sur cette chaîne. Donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.